Bienvenue à tous, bienvenue devant Lundi Rugby, ta nouvelle émission rugby pendant la Coupe du Monde tous les lundis à 19h pour débriefer l'actu du mondial et du 15 de France évidemment. Vous l'avez vu, nouveaux spectateurs que vous êtes, eh bien on est en compagnie d'un notre petit dernier, Théo de France, joueur de hier Carqueiranne. Théo, est-ce que tu peux te présenter notamment ton parcours rugbystique s'il te plaît? Ouais, bonjour à tous. D'abord, merci à Flo pour l'invite et je suis très content Plaisir. d'être là avec Jo. Et voilà, j'ai commencé le rugby quand j'étais gosse, quand j'avais 5 ans à Aurillac. J'ai fait toute l'école de rugby là-bas. Ensuite, je suis parti à Clermont en cadet, puis j'ai fait centre de formation là-bas. J'ai fait toutes mes années Crabos, espoir là-bas. Ensuite, je suis parti à Mont-de-Marsan, un an. Ça En s'est pas pro? très bien Contrat passé. pro à Ouais, Mont-de-Marsan? non, espoir pro. D'accord, Espoir pro. J'étais espoir, mais je m'entraînais avec les pros, mais j'ai fait aucun match. ok. Ça s'est pas super bien passé. Du coup, j'avais signé 2 ans et puis au bout de la première année, ils m'ont dit que si je trouvais quelque chose, je pouvais y aller. Et j'ai trouvé Narbonne, qui venait de descendre de Pro D2 à Fédune. Ok, troisième division Donc nationale, la Fédérale 1 à l'époque. voilà. C'était une belle opportunité pour moi. J'avais pas forcément de potes là-bas, je connaissais personne. Je suis parti un peu à l'aveugle et voilà, c'était une belle expérience. J'ai fait deux années là-bas, 2 belles années. Bon, la deuxième, elle s'est un peu mal finie parce que c'était l'année du Covid. Ouais. Mais bon, je me suis fait pas mal de potes là-bas. Et puis voilà, maintenant, ça fait 4 ans que je suis ailleurs avec Jo. Et on est pas mal non plus. C'est Alors vous avez un profil un peu similaire parce que vous étiez dans de très gros clubs de top 14. Vous n'avez pas signé pro dans la foulée. Théo, comment ça se passe quand on dit à Clermont, par exemple, que t'es pas conservé? C'est une blessure? On a envie de tout arrêter? Ou comment on réagit? Non, c'est pas une blessure parce que ça se fait progressivement un petit peu dans la dernière année espoir. On arrive petit à petit au bout. On sait que c'est la dernière année et que on voit pas forcément d'ouverture, donc on se fait rapidement une idée. Et voilà, parce que on s'y prend pas au dernier moment pour trouver un Mhm. club, quoi. Ça s'y prend au moins au début janvier, au plus tard. Et puis après, il y a des contacts qui se font par le biais d'intermédiaires ou autres. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. À cette époque-là, tu C'est as surtout déjà un agent, par exemple comment ça s'organise? Parce que c'est vrai que le rugby, on ne connaît pas forcément les coulisses. ouais, à cette époque-là, j'avais un agent, mais ouais, ça s'est fait avec un agent à cette époque-là, ouais. J'avais 20, 20 ans, même pas. Mhm. Et ouais, j'avais un agent, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est surtout à la base par le biais de potes, D'accord. de bouche à oreille, qui est déjà dans le club ou qui connaît quelqu'un qui pourrait y être, quelque chose comme ça, quoi. Ok, alors tu nous as pas dit ton poste, je crois. Moi, je le connais, mais t'es pas encore une star, hein, ça viendra, mais il faut nous dire un petit peu où tu joues. Non, je joue 10. Je joue Tu joues 10, 10. mais je peux jouer 15 et centre. Alors c'est comment dire, une coutume quand on est dans cette émission. Je demande à chaque fois. J'ai demandé à Cyril Blanchard quel était le joueur le plus fort qu'il a affronté. Il a dit lui-même. Bon, on reviendra pas là-dessus. Joachim nous a dit Kevin Gourdon. En espoir, c'était vraiment un joueur très au-dessus. Voilà, cette impression, ça peut être en pro, ça peut être en espoir. On était avec Charles Brousse, un de vos coéquipiers, dont on parlera parce qu'il a eu des bons pronostics meilleurs que Joe et moi, mais qui ne pouvait pas être là non plus avec nous puisqu'il est à l'inauguration d'un restaurant, monsieur, monsieur se met bien. Monsieur Brousse. Monsieur Bruce. Il nous a parlé de Johnny Wilkinson, Matt Guito, donc il y a vraiment des expériences très différentes. De ton côté, s'il y avait un joueur en jeune ou en pro, est-ce qu'il y en a vraiment un qui t'a bluffé quand tu l'as affronté? Là, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est Jalibert. Mhm. C'est en espoir à Bordeaux. Et lui, il avait 18 ans, parce que moi, je crois que j'ai 2-3 ans de plus que lui. Donc c'était ma deuxième ou troisième année espoir. Et lui, il avait à peine 18 ans. Il venait juste de faire ses premiers matchs. Et on faisait des vidéos de Bordeaux, justement, parce qu'on allait les jouer le week-end. Et on voyait ce mec-là, on faisait la vidéo que sur lui, parce qu'il traversait le terrain, il faisait tout. Donc on nous avait prévenu. Et le week-end, il est venu à Clermont, il nous a fait de tout. C'était ton vis-à-vis Et en plus en numéro 10 ou non, il pas? jouait centre. Il Non, jouait il jouait centre. centre à cette D'accord, il époque-là. jouait centre, je savais Ouais. pas.
Il jouait centre, il était bien clairement, il nous avait fait de tout. Puis, bon, il avait 18 ans, on savait pas d'où il sortait, donc vraiment, il m'avait impressionné sur le moment. C'est un joueur que tu aimes bien, son style qui attaque la ligne en tant que numéro 10, même maintenant. Est-ce que tu t'inspires encore de numéro? Est-ce que tu t'inspires de joueurs? Est-ce que tu t'en inspirais quand t'étais gamin? Ouais, j'aime bien son style. Maintenant, je sais pas, j'ai pas vraiment un style préféré. Quand on voit ce que peut faire Ntamak dans son style à lui, bah, c'est tout aussi efficace et en étant différent. Donc je trouve ça Tu sympa préfères un petit peu Ntamak même, j'ai l'impression. Ouais, un peu plus sobre. D'accord. Voilà, à choisir, je prends Ntamak, mais voilà, ce jour-là, il m'avait vraiment impressionné. Dans le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Et ben, on en a une déjà de Neneuil, le Périgourdin. Et il nous demande, est-ce que Mathieu Jalibert plaquait à l'époque? Ouais. Ah, aussi Ouais, défensivement, il t'impressionnait? Il défendait fort. Ouais, il défendait fort au centre. Ouais. Même à 18 ans, en espoir contre des mecs solides. Bah écoute, parfait, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Ça y est, il y a déjà des copains dans le chat qui racontent des conneries, c'est bien, c'est que t'étais attendu au tournant. On est également en compagnie du capitaine de hier, Karkeran. Joe, comment ça va? Comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, ça va, mais un peu moins bien que les précédents lundis, vu qu'on a connu notre première défaite là ce week-end. Donc, J'allais ouvrir le dossier. L'invincibilité. Fin de l'invincibilité de lundi rugby, défaite 13-19 face à Blagnac. Qu'est-ce qui s'est passé, Joe? Raconte-nous un petit peu. Bah, une première mi-temps catastrophique qu'on n'arrive pas trop à s'expliquer en faisant beaucoup de fautes, des cartons et tout ce qui va avec. Du coup, à la pause, on est mené 16-0. Entame délicate. Ouais, entame cata. En seconde mi-temps, on se réveille un petit peu et pour échouer, finalement, on perd 19-13. Avec plusieurs occasions à 5 mètres, 5-10 mètres de la ligne de Blagnac dans les dernières minutes pour marquer, mais bon, on n'y arrive pas. Et bon, 16 points de retard à la mi-temps contre une équipe qui était demi-finaliste du championnat la saison dernière, c'est beaucoup trop à notre niveau, donc la défaite. Ouais, c'est un gros morceau quand même, Blagnac, et moi j'ai vu la fin du match en replay puisque j'étais en live. Ça veut dire aussi, alors c'est la limite parfois d'être avec des joueurs pros, ça veut dire que samedi, les gars, on est d'accord, il y a des matchs que vous n'avez pas pu voir parce que vous étiez en train de jouer, Joe et Théo. Ouais. Lesquels vous avez ratés, qu'on n'en parle pas trop? Portugal, Galles. Alors j'ai une Et Samoa. Samoa, on n'a pas pu voir aussi. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu l'ailier du Portugal. A signé à Périgueux. Il y a deux joueurs qui ont signé. Il y a Costa Storti qui, pour moi, a le niveau top 14. Désolé, hein, messieurs, mais il va falloir défendre sur les ailes. Costa Storti qui était quasiment le meilleur marqueur. Il y avait Nathalie Huleux, Kadiri également en Pro D2, mais la révélation de la saison de Pro D2 pour moi a signé à Périgueux en national, donc futur adversaire. On a des supporters de Périgueux dans le chat, donc ça va être peut-être un petit peu compliqué. Joe, on se relance quand, face à qui du côté d'IR Karkeran? C'est quoi le prochain match? Alors du coup, le prochain match, ce sera dans 2 semaines contre Nice à domicile. Donc pour nous, le derby à domicile. Bon, très bien. Bon, on se fait notre c'était notre petit débrief évidemment du week-end de nos consultants. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui vous intéresse probablement encore davantage dans le chat. C'est le débrief du week-end. On va revenir notamment sur le match de l'équipe de France, les grosses affiches, notamment les Fidji évidemment. Dans un deuxième temps, on réalisera avec vous notre 15 type de la deuxième journée. Est-ce qu'il y aura des joueurs? Ah, j'ai quelques Samoans, potentiellement des Gallois et des Portugais à mettre. Donc c'est moi qui vous guiderai peut-être là-dessus. La troisième partie, j'ai intitulé ça Pauvres Namibiens. On en reviendra parce que malheureusement pour les Namibiens, visiblement on va mettre une très grosse équipe du côté de l'équipe de France face à eux. Et ils sont déjà pris 71-3 je crois face à la Nouvelle-Zélande. Et on terminera comme à chaque fois par des jeux et pas mal de boxe sport à vous faire gagner. Il y a un petit jeu que vous commencez à connaître. Avant
évidemment de parler de jeu. On va attaquer sur le débrief du week-end. On a eu, les gars, une piètre prestation des Bleus. Une victoire 27-12. Théo, qu'est-ce que toi tu vas retenir de ce match? Est-ce que c'est plutôt la belle perf uruguayenne, ils ont été accrocheurs, ils ont eu des beaux lancements de jeu, ou le fait qu'on soit un petit peu passé à côté dans le 15 de France? Franchement, moi je pense que c'est un mauvais match des Français, parce que bon, ok, les Uruguayens ils ont fait comme on pouvait s'attendre, ils ont été courageux, vaillants et tout, mais bon, c'est quand même la Coupe du Monde, on s'en doute que les Sud-Américains ils vont être comme ça, donc pour moi c'est un mauvais match de la France. Maintenant, on pouvait s'y attendre parce qu'il y a eu quand même 12 changements, je crois, ou 13. Mais on aurait pu s'attendre que ça dure style 20 minutes, quoi, au début de match, qu'on soit un peu pris par l'engagement uruguayen, mais ça a duré quasiment tout le match finalement. Donc, ouais. Joe, Pour moi, c'est un mauvais match des Bleus. Joe, comment t'expliques, Ouais. toi? Vas-y. Bah ouais, je suis d'accord avec Théo. Je pense qu'on s'attendait à ce que ce soit un peu la galère pendant une vingtaine de minutes, qu'ils envoient tout, parce qu'en plus c'était leur premier match, ils étaient frais et compagnie, mais pas que ça se prolonge sur la totalité du match, quoi. Donc pour moi c'est un mauvais match des Français de sûr, mais aussi quand même un match solide côté uruguayen. Il y a 4 ans, ils avaient quand même fait un petit exploit là contre les Fidji. Et au final, on voit que sur un match, ils sont quand même capables d'emmerder des grosses équipes. Ouais, mais c'est vrai c'est difficile de dire qu'on a été surpris par les Uruguayens, parce qu'on en parlait avec Charles Brousse et avec toi, Joe, en disant ils vont être extrêmement accrocheurs, c'est des casse-couilles. Ormaechea, c'est le genre de joueur insupportable. Kessler, bon, qui est pas là, mais c'est un joueur assez insupportable. Qu'est-ce que tu penses qui a manqué? Alors, c'est de la suffisance du côté des Bleus, Joe? On pensait que ça allait être plus facile que ça? Ouais, je pense que le match, il a peut-être pas été abordé mentalement comme quand tu attaques un match contre la Nouvelle-Zélande, hein. Mais ça, c'est humain. Mais il y a une certaine limite, quoi. Le rugby, ça pardonne pas quand t'approches de ton match et que tu l'abordes de manière un peu légère ou un peu plus légère et sans avoir la petite boule au ventre. T'as pas la même chose qui se dégage et tu mets pas la même intensité et forcément t'es sanctionné derrière. Il y a des joueurs en particulier qui t'ont déçu? Tu penses qu'ils ont perdu des points sur ce match? Bah là, le premier qui me vient vraiment en tête pour moi, c'est Gabin Villière, là. Je trouvais, enfin on en avait parlé, hein, que pour moi là, le fait qu'il rejoue ce match avec Biel Barré de l'autre côté, c'était peut-être pour avoir une sorte de petite comparaison en temps réel pour Galtier. Et bon, là, clairement, sur ce match, il est passé complètement à côté. Il a perdu beaucoup de ballons, il a été pénalisé, il n'a pas avancé. De l'autre côté, Biel Barré, il n'a pas fait un match grandiose, mais bon, il marque encore. Il fait son match sans faire de choses folles, mais il perd pas de points, au contraire de Gabin Villière. Théo, comment t'expliques la petite déception qu'on peut avoir vis-à-vis de Gabin Villière? On le considérait il y a 1 an ou 2 comme l'un des tout meilleurs ailiers au monde, pas dans un style d'ailier finisseur, mais tout ce qu'il apporte dans l'équipe. Tu penses que c'est ces blessures qui font qu'il n'a pas encore retrouvé son niveau? Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Ah ouais, pour moi, c'est sûr et certain que c'est les blessures et le manque de rythme, parce que on peut faire toute la prépa qu'on veut, la prépa haute intensité comme ils ont fait et tout, mais pour moi, il n'y a rien qui remplace les matchs. Et c'est sûr et certain que le manque de rythme à l'intensité qu'il y a à la compétition, même contre l'Uruguay, eh ben, ça pardonne pas. Au final, il n'a pas joué pendant plus d'1 an. Et ben, voilà, tu peux pas rattraper le retard comme ça en jouant 2 matchs avant. Pour moi, c'est pas possible, donc je trouve ça normal. Je trouve ça normal qu'il soit à ce niveau-là.
C'est intéressant ça de dire, parce qu'on a tendance à dire avec le 15 de France, on a eu notamment Alexandre Béconnier, joueur international, joueur du MHR avec nous, qui nous disait les échos qu'il avait, donc en gros Arthur Vincent, Paul Willemse, Bastien Chalureau, ses coéquipiers, il disait l'intensité de l'entraînement est encore plus forte que lors du tournoi Destination. Alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit un petit peu réduit parce que la compétition est beaucoup plus longue. Même un entraînement à très haute intensité ne remplacera jamais un match, même face à une équipe de niveau inférieur, Théo ? Je sais pas, moi j'ai tendance à croire ça, mais maintenant c'est sûr qu'ils ont tellement de données et tout, l'équipe de France, donc j'imagine s'ils disent ça, c'est que c'est vrai, mais moi j'ai du mal à l'imaginer en tout cas. Ok. Joe, tu es d'accord ? L'entraînement ne remplacera jamais le match, quelle que soit l'intensité, quels que soient les adversaires qu'on a à l'entraînement ? Bah oui, je suis assez d'accord. Surtout que je pense que les entraînements à haute intensité, en termes de durée, forcément, ça doit être un peu réduit. Ça C'est dure pas très court. 80 minutes. Non, c'est des Et ouais. séquences de, je sais plus, 3:30, des grosses séances C'est ça. de jeu effectif en réalité. Et ouais. Donc, des séances aussi longues en match, il y en a quand même très peu. Mais toute la durée d'un match, c'est quand même bien. C'est 80 minutes, quoi. Ça remplace pas plusieurs petites séquences de 3 minutes ou de 2 minutes intenses. Donc on a Alcordier dans le chat qui, en plus de nous dire que Théo consomme énormément de maté, nous dit qu'il est complètement d'accord avec lui, notamment sur la confiance et puis sur le petit stress. Le petit stress qu'on a évidemment en match, qu'on ne va pas retrouver toujours à l'entraînement. Donc Gabin Villière dans les perdants. Théo, est-ce que tu as identifié d'autres joueurs en dedans décevants ? Ouais, il y en a deux. Moi je pense que c'est déjà Astoy, mais Astoy il n'a pas été aidé par son pack, Ouais. qui n'était pas forcément dans l'avancée, et derrière son pack il y avait Lucu, qui avait un peu de mal à tout transformer parce que pareil, le pack il avançait pas, donc c'est toujours difficile de jouer derrière un pack qui avance pas trop. Donc ouais, Astoy, bon, il marque parce qu'il croque un peu. Il aurait dû la faire la passe par exemple, toi en tant que 10, dans ton fauteuil, Ouais, j'ai envie je de dire. pense. Il doit la lâcher ? Je pense. Bon, même si c'est plus facile Bien sûr. à dire qu'à faire, mais je pense qu'il doit la lâcher. Après, ouais, j'ai trouvé moyen, mais bon, après, le manque de repères collectifs, ça y joue beaucoup. Je pense qu'il a jamais joué au centre avec Moefana. Moefana et Vincent. Donc, en termes de repères collectifs, en match, c'est pareil, ils avaient rien. Et voilà. Et j'ai Tao aussi. Tao Tofenoa, qui a son poste, qui est toujours souvent remplaçant et qui est un peu impact player, comme ils disent maintenant. Là, il a été titulaire et il n'a pas apporté quoi, alors que normalement, il aurait dû gagner ses duels, faire avancer, mettre l'équipe dans l'avancée contre une équipe d'Uruguay qui est en théorie un peu plus faible que les grosses équipes. Donc ouais, j'attendais un peu plus de lui. En plus, il fera un carton jaune qui aurait pu se transformer en être rouge, ouais. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est les deux en plus de Villiers que j'ai trouvé vraiment en dedans. Après, il n'y a pas grand monde à ressortir de ce match. C'est très intéressant ce que tu dis, notamment sur les repères collectifs, parce que, alors j'allais en parler un petit peu après, notamment quand on va parler de l'équipe face à la composition face à la Namibie, mais Jalibert disait que lui, il avait besoin de jouer. Sa citation, c'est « j'ai besoin de trouver les repères avec l'équipe ». C'est intéressant parce que souvent on parle de la charnière du 9 et du 10, du demi de mêlée et du demi d'ouverture. C'est aussi très important d'avoir des repères avec les centres quand on est ouvreur. Je rappelle que tu es ouvreur formé à Clermont, que tu joues maintenant en National, que tu es passé par Narbonne, donc tu connais un peu ce sujet. Le repère avec les centres, ça demande également du temps ? Ouais, bien sûr. Ça demande du temps et de l'expérience en compétition. D'accord. L'expérience à l'entraînement, ça suffit pas, je pense. Et il y a ces connexions-là qui n'ont pas forcément marché. Il y a les connexions en défense entre les deux centres qui sont super importantes. Et on a vu des déconnexions entre Moefana et Vincent sur le dernier essai notamment. Et avec entre Moefana et Ficou également lors du premier match. Ouais, aussi. Et voilà. Et il y a aussi du coup le triangle arrière que bon, c'est pas souvent. On n'y tient pas vraiment compte quand on parle d'un collectif, mais je pense que c'est important aussi la communication sur les bascules, tout ça, les timings. Tu peux nous expliquer ce que c'est une bascule ? C'est en défense quand on n'a pas le ballon. C'est les ailiers qui doivent
comment dire. Joe, tu vas C'est expliquer l'ailier une bascule, opposé. toi qui as été formé centre? Ou tu laisses Théo se débrouiller tout seul? L'arrière de la sélection défendre, il pourrait peut-être m'aider. Non, Théo il le fera mieux. Théo fait explique comme quand on est ailleurs, quoi, avec le 10 et le 15 qui sont nous derrière. Ouais, en gros, il y a le 10 et le 15 chez nous, notre système défensif. On a le 10 et le 15 qui sont derrière, qui défendent le troisième rideau pour remettre de la pression par le jeu au pied derrière. Et il y a une sorte de Troisième bascule. rideau, c'est le fond du terrain. J'explique pour, on va dire ça comme ça. Et lorsque l'autre équipe déplace le ballon dans les couloirs, il y a l'arrière qui doit rentrer pour combler être après l'ailier, défendre sur le dernier. On Et dirait d'autres- Cyril Blanchard qui et parle d'une mêlée. On dirait Cyril qui parle des axes de poussée. Le coach de la défense de hier, il va dire attends Théo, on va revoir la bascule. Il y a un petit doute. Bon, c'est pas grave, on fera une vidéo explicative. C'est pas facile à expliquer, On a- je pense. On a vu ça. Joe, dans les joueurs qui ont peut-être perdu des points, on a cité Romain Taofifénois, Antoine Astoy, Gabin Villière. Il y en a d'autres pour toi qui ont perdu des points? Clairement, pour moi, à part Gelon, que j'ai bien aimé quand même pour un match de reprise, là, sur quelques impacts qu'il a réussi à mettre, je trouve qu'il n'y en a aucun qui a gagné des points. Et hormis peut-être Biel Barré qui n'en a pas perdu, je dirais que tout le monde en a plus ou moins perdu, quoi, à différents niveaux, bien sûr, mais je dirais que l'ensemble de l'équipe qui a été alignée là, en a perdu. Alors, en tant que troisième ligne, qu'est-ce que tu as pensé du match de Sékou Macalou? Alors, il a pas. On a Cyril Blanchard qui vient d'arriver dans le chat et qui nous dit pas bonjour, mais qui nous dit tu pipes rien au rugby Beaumont. C'est bien Cyril Blanchard. Aucun doute là-dessus, surtout vu le pseudo. Un Sékou Macalou, qu'est-ce que t'en as pensé? On l'a vu, brillant ballon en main, défensivement parfois pris. Comment tu jugerais son match, toi? J'ai pas été emballé du tout. Ouais, c'est vrai qu'on l'attendait sur clairement sur l'action où il marque l'essai qui est refusé. C'est un peu sur ça maintenant qu'on l'attend. Malheureusement, il fait une faute qui fait que l'essai n'est pas validé. Mais j'ai pas été emballé non par son match. Je l'ai pas trouvé avec autant d'activité que d'habitude. Enfin, c'est vrai qu'on l'attend beaucoup offensivement. Ouais. Et on l'a pas vu tant que ça. Et défensivement, il a fait son match. Il y a quand même deux beaux offloads, t'es sévère. T'as vu quand il passe les bras, t'avais bu une petite bière ou quoi? Il a fait un bon match, Macalou. Théo défend ses coups. Si je peux me permettre un peu en tant que spécialiste de la touche, il a quand même volé 2 touches au Uruguayen à la fin. C'est non vrai que Joachim, niveau touche. Mais t'es jaloux ou quoi, Joe? Il peut jouer ailier, toi tu jouais centre. Il n'y a pas de raison. Non, mais moi, c'est pas un profil de troisième ligne Je comprends. que j'adore forcément. Donc, moi, je l'attends sur de l'offensive, comme tu dis, des offloads, des choses comme ça. Mais c'est pas un profil qui, pour moi, jouera les gros matchs serrés face à des grosses nations. Ça, je peux comprendre. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que défensivement, par exemple, je trouve qu'il subit quasiment toujours l'impact. Il l'attend, il enserre, il cède même parfois un petit peu avec les jambes. Et au niveau de l'impact défensif, je trouve qu'il charbonne pas assez. C'est ça qui te dérange chez lui ou c'est autre chose? Pour le prof, toi, Joe, on peut dire que au niveau du profil, tu es considéré comme un des tout meilleurs plaqueurs de ton championnat. C'est surtout défensivement que... Non, Théo, t'es pas d'accord? C'est ton capitaine, hein? Ah, je rigole. mais toi, c'est, on va dire, plutôt de plaqueur, de gratteur, etc. C'est ça qui te manque dans le profil de Sékou en tant que troisième ligne pour les très gros matchs? Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, voilà, un profil comme des Gelons, comme des Cross, pour moi, c'est des vrais profils de troisième ligne. Ils sont capables de faire des actions offensives, mais on les voit avant tout sur beaucoup de travail défensif. Ils comblent beaucoup d'espace, ils rattrapent beaucoup de coups. Et puis, ils impactent fort en défense, quoi. Ils gagnent la ligne d'avantage en défense. Alors, c'est très intéressant. C'est aussi très intéressant dans le chat parce que Cyril Blanchard, Bully Bronson, a failli être ban puisque tout le monde ne savait pas que c'était lui. Ce qui est le problème avec Cyril. Pas mal non plus, Raph, dans le chat. Ok, donc on va dire que le seul gagnant assez clair pour vous, ce serait Louis Bielbiarré. Et ça tombe bien parce qu'il est annoncé
lancé dans la composition visiblement pour le match de jeudi. Laissons un petit peu de côté le match de l'équipe de France. On va revenir, si vous le voulez bien, sur les grosses perfs auxquelles on a assisté ce week-end. On va commencer notamment par l'équipe d'Irlande. Le match, vous l'avez vu, vous n'aviez pas match normalement. Est-ce que, Joe, pour toi, c'est peut-être la démonstration la plus impressionnante depuis le début par une équipe? Les Irlandais qui ont mis quasiment 60 grains au Tonga, qui avait Fifita, Tamefuna, Piutao, Tomeo Poelier qui a un petit peu eu du mal sous les ballons hauts. Est-ce que tu as été impressionné par cette équipe d'Irlande, Joe? J'ai été impressionné, oui, mais comme on en avait parlé là vendredi, moi je t'avais parlé d'un bonus offensif irlandais. Donc, je pensais pas qu'il allait avoir un tel score quand même. Je t'ai pas trop mouillé quand même. Ça va. De quoi? Je t'ai pas trop mouillé. Flo, il y croyait pas trop. Quoi? Ah si, le bonus offensif c'est 4 essais. Bien sûr, c'est... Si. Tu grimaçais un peu. Pas du tout. Moi, j'aime pas trop l'Irlande. Mais non. Si. Le bonus, ça y est. On dirait Charles Brousse. Là. Personne ne se souvient de ses pronostics et il nous dit après qu'il a eu bon. Bon, d'accord. Mais non. Là, je te suivais. Donc, t'as pas été surpris. C'est le genre de match auquel tu t'attendais. Ouais, j'ai pas été surpris plus que ça. Après, par contre, ce qui est sûr, c'est que, comparé à l'Afrique du Sud, par exemple, là, ils avaient une belle opposition quand même en phase 2 parce que... À plusieurs postes, comme tu l'as rappelé, il y avait quand même des sacrés joueurs, il y avait un sacré pack. Tu avais Aki au centre, tu avais Pietao, tu avais des sacrés joueurs. Et ouais, ils leur ont roulé dessus, quoi. Petit à petit, comme d'habitude, ils leur ont roulé dessus tout le long du match. Théo, est-ce que c'est l'équipe qui t'impressionne le plus depuis le début de la compète, l'Irlande? Question vraiment ouverte. Est-ce que l'Irlande te fait peur en ce début de Coupe du Monde? Je sais pas s'ils me font peur parce que c'est vrai qu'ils sont forts, mais en fait moi ce qui m'impressionne c'est c'est comment ils gagnent en fait, c'est la manière dont ils récitent le rugby en fait. Et ça c'est impressionnant et c'est ça qui est un peu inquiétant s'ils restent à ce niveau-là et qu'ils continuent à monter en puissance et qu'on doit les retrouver en quart. Ouais, c'est un peu inquiétant. Ouais. Alors... Mais franchement c'est impressionnant et c'est super agréable à voir jouer quoi. T'as Sexton qui fait tout. Voilà. Ils sont à 15 victoires de suite. J'ai vu une stat, ils ont marqué, je crois ils ont marqué 20 essais en 2 matchs. Ils ont marqué plus de points en 2 matchs que lors de la Coupe du Monde 2019. Bon, c'était des équipes moyennes, mais bon. Petit point stat. Voilà, ils font le choix de faire jouer beaucoup leurs cadres. Alors c'est peut-être ça aussi, parce qu'on voit, on a parlé de Johnny Sexton, on a Rob Herring, il tourne avec Keller en l'absence de Sheahan, on a James Lowe, on a Bundé Aki, on a Ringrose. Qu'est-ce que vous pensez du fait de mettre, on va dire pas l'équipe type, mais une équipe extrêmement compétitive face au Tonga et à la Roumanie, en sachant que dans leur poule, il reste l'Afrique du Sud, il reste l'Écosse, et donc un potentiel quart de finale extrêmement dur, soit face à la France, soit face à la Nouvelle-Zélande. Théo, tu comprends ce choix ou si tu étais supporter irlandais, tu commencerais à te dire ça risque de tirer à un moment ou un autre? C'est vrai que ça peut amener à se poser des questions, mais maintenant je pense qu'ils savent exactement ce qu'ils font. C'est quand même des Britanniques et ils laissent rien au hasard. Et le truc qu'il y a, c'est je crois que le prochain match c'est les Sudaf, et après ils ont une semaine de pause. Avant de jouer l'Écosse, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est un peu calculé en fonction de ça. Mais je pense que... hier, j'ai regardé ton émission avec le président du Stade français. Il disait qu'au bout du 4e match, c'était 50% de blessures en plus, de chances de se blesser. Bon, je pense qu'ils sont au courant, les Irlandais, mais c'est vrai que ça peut jouer. Et puis surtout que le match contre les Sudaf, ça va cogner un peu plus que contre la Roumanie. Donc ouais, faudra voir, mais franchement, ils ont quand même des jolis remplaçants.
Vous, en tant que joueur pro, quand vous enchaînez, alors on en parlait justement avec Martin Lenné, hein, c'est dont tu parlais, le prépa physique au Stade Français. Le replay est dispo sur la chaîne YouTube RMC Sport. Physiquement, vous sentez avant même, je sais pas, alors disons le 4e match consécutif. Alors je sais pas si ça vous arrive souvent, mais si ça vous est arrivé, est-ce que vous vous dites, même avant le match, il y a vraiment une sensation de fatigue où on le sent même pas, mais c'est vrai on risque de se blesser plus souvent, Théo? Ouais, je vais laisser Jean en parler, je pense qu'il parlera mieux de moi, mieux que moi de ça. Des blessures. Ouais, non, si, clairement, quand t'es dans un bloc de 4 ou 5 matchs et que t'en enchaînes 3-4 d'affilée, tu sens au fil des semaines que t'as les petits bobos qui s'accumulent et que t'as pas trop le temps de soigner parce que tu remets dessus avec les entraînements. Ouais. Et puis la fatigue, pareil, l'enchaînement des tâches, il devient un petit peu plus compliqué. Tu sens que t'es moins prêt, que t'as un peu mal partout. Et que forcément, ouais, quand t'abordes le 4e match, t'es moins en forme et moins frais logiquement que quand tu t'abordes tes 2 premiers matchs. Donc impressionnant, on va dire, certes l'Irlande, mais les vrais tests arrivent maintenant et on verra physiquement comment ils tiennent. Bon, dans les autres perfs, je suis désolé pour vous, j'ai choisi la meilleure photo possible pour mettre en avant Jirka Karan. C'est André Gorin, 55 ans, qui essaie de courir derrière Cobus Reinach. L'Afrique du Sud a battu la Roumanie 76-0. Les pauvres Roumains sont vraiment fait marcher dessus, hein. Ça aurait pu être encore plus lourd, sincèrement. Il y a eu une grosse averse sans la pluie, sans Mathieu Reynal qui a été, j'ai trouvé, plutôt clément avec les Roumains qui n'ont pas eu de carton jaune, même sur un essai de pénalité suite à des mêlées successivement écroulées. On peut le comprendre, hein, le côté, ils se prennent déjà 70 grains, c'est pas forcément nécessaire que ça tourne à la correction. Bon, il n'y a pas énormément d'enseignements à tirer de ce match parce que la Roumanie est peut-être l'équipe la plus faible. Moi, ce qui m'a intéressé, notamment, je vais en parler avec Joe, puisque tu es capitaine de touche également à Ayer Karkaran, c'est qu'au cours du match, ils ont fait démarrer Mbonambi, leur numéro 2 au talon, puisque Malcolm Marx est blessé, et ensuite, ils ont testé à la fois Fourie et à la fois Van Staden, qui sont des 3e lignes au talon. Qu'est-ce que tu penses de ce choix, Joe? Parce qu'en effet, ils ne vont pas rappeler un nouveau talonneur. On en débattait la semaine dernière avec Charles et avec Cyril. Ils ont déjà rappelé André Pollard. Ça veut dire qu'ils termineront normalement la compétition comme ça, avec un talon de métier et 2 3e lignes remplaçants. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Joe, de ce choix? Bah, moi, comme on en avait déjà parlé, je trouve que c'est assez risqué de pas aborder les prochaines grosses échéances avec 2 vrais talons de métier. Alors après, en vrai, que ce soit Fourie ou Van Staden, je pense qu'ils n'en seront pas plus mal que Douéba. Donc clairement, à ce niveau, voilà, moi si j'avais été à leur place et que voilà, qu'il me fallait un vrai talon, j'aurais pas pris Douéba, même si dans la hiérarchie et dernièrement c'était plutôt lui qu'on voyait. Donc je pense que ça va peut-être faciliter certaines équipes pour par exemple l'Irlande, une fois que ces joueurs seront amenés à lancer, quoi, parce que ils vont prioriser sûrement des débuts d'alignement ou milieu d'alignement sur des combis assez. Tu peux expliquer un peu ça pour ceux qui connaissent pas forcément début d'alignement. On va dire que c'est quoi, un talonneur un petit peu moins en confiance ou moins expérimenté va prendre moins de risques, on va dire, sur les lancers, donc c'est davantage lisible, ce serait ça? Oui, bah, quand le talonneur est un peu moins expérimenté ou n'est pas trop en confiance, on va favoriser des lancers simples plutôt devant, qui ne nécessitent pas trop de timing particulier ou de forme de lancer, des choses très basiques. Et à contrario, quand tu as un talon qui est assez à l'aise, qui est expérimenté, tu peux commencer à faire pas mal de combis un peu plus complexes et à lancer aussi en fond d'alignement, parce que l'alignement, en fait, on le sépare en 3 parties, le début de l'alignement, le milieu et le fond.
Et donc toi, en tant que capitaine de touche, quand tu vois un talonneur un petit peu en difficulté, tu vas davantage être vigilant sur le début d'alignement, on va dire. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Si on a vu à la vidéo qu'ils avaient un talon qui lançait un peu Cyril comme Blanchard. Cyril, Mhm. voilà, on aura, On a vu ça face à Béziers, malheureusement. on va plutôt opter pour bloquer le début d'alignement et le milieu d'alignement pour l'obliger, lui, à lancer au fond et Mhm. du coup, augmenter les chances qu'il envoie une merde qui sera récupérée par nous. Alors ça c'est intéressant, mais je trouve qu'on se concentre exclusivement sur la touche. Et on en parlera avec Cyril probablement une prochaine fois, Cyril Blanchard, le talonneur du RC Vannes en Pro D2, c'est qu'il y a aussi la question de la mêlée dont on ne parle pas. On a tendance à sous-estimer l'impact du talonneur en mêlée, et c'est vrai que des physiques comme Deon Fourie, comme Van Staden, qui sont un petit peu plus grands, enfin pas forcément plus grands, mais un peu moins gros en fait que les talonneurs habituels. Joe, vu que tu es avant, je te demande, est-ce qu'il y a pas, par exemple, moi, quand Membo Nambi est sorti, j'ai trouvé que la mêlée sud-africaine était toujours très dominatrice, mais peut-être un tout petit peu moins. Est-ce que ça, c'est vraiment un risque que des mecs comme Fourie soient moins bons pousseurs qu'un Douéba qui m'a l'air quand même assez costaud? Oui. Non, mais ça, c'est sûr que alors, le poste de première ligne, c'est pas que du physique, hein, il y a aussi énormément de technique. Bien sûr. Mais c'est sûr que, oui, un Deon Fou, encore Van Staden, il dépasse Il est costaud quand même. largement les 100 kilos. Ouais. Mais c'est vrai qu'un Fourie, il est quand même bien plus léger, plus petit. Et c'est vrai que si tu veux l'aligner au talon, tu vas devoir, comme Cyril l'avait expliqué la fois dernière, avoir une complémentarité et plutôt privilégier un vrai pilier de métier pour l'accompagner plutôt que le pilier numéro 1 entre guillemets auquel tu t'aurais pensé, quoi. On va arrêter un peu de parler de la mêlée et de la touche, sinon on va perdre Théo. Vas-y. Faut pas qu'il se blesse aussi, notre ami Mbonambi, là, Mbonambi. parce que c'est ça le Ah problème. ouais, Si c'est clair. rien qu'un protocole commotion ou quoi, où il doit sortir à la 15e, contre l'Irlande, ça peut coûter cher à l'Afrique du Sud. Ouais, c'est pour ça que moi je voyais l'Afrique du Sud supérieure à l'Irlande, mais avec toutes ces blessures et les rappels un petit peu douteux, je commence à douter. On termine rapidement le débrief avant de passer au 15 type. Dans évidemment les matchs qui ont retenu notre attention, il y a Australie-Fidji, la victoire des Fidjiens 22-15, une petite surprise, même si on l'espérait tous. Notamment Charles Brousse, qui avait, il est vrai, pronostiqué la victoire des Fidji, qui était avec nous jeudi. Charles, moi, ce que j'ai retenu, c'était que les Fidjiens ont gagné, et un petit peu contre nature, c'est-à-dire en étant bon en mêlée, pas mauvais en touche. En deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus compliqué, bon sous les ballons hauts, et également assez brillant face aux perches, avec un Kuruvoli qui a sorti un gros match. Est-ce que Théo, tu as été surpris par la victoire fidjienne, par le style fidjien? Alors, surpris, oui et non, parce que déjà au premier match contre le Pays de Galles, on a vu que c'était peut-être l'un des premiers plus beaux matchs de la Coupe du Monde, donc on s'est régalé. Et bon, il y a eu l'arbitrage, tout ça, vous en avez déjà parlé, mais Absolument. et on voyait qu'il y avait possibilité pour les Fidji de vraiment d'accrocher les grosses nations. Il manquait pas grand-chose. Bon là, la dernière fois, c'était l'arbitrage, 2-3 passes qui ont fini par terre et tout. Et là, on s'attendait à ce qu'ils envoient du jeu dans tous les sens et tout, comme les Fidji d'habitude, mais pas du tout. Ils ont fait du jeu stratégique, du jeu au pied, de la pression. Ils ont été efficaces au tir au but. Ça, c'est assez fou. Ouais. C'est clair. C'est assez fou. Et ils ont eu leur touche. Même, ils ont mis à mal la mêlée australienne à la fin. Et ils ont gagné. Radradra, il a dit, on a gagné à l'européenne. Ah, je savais pas, j'avais raté. Mais c'est On l'idée. joue tous dans les meilleurs clubs européens. On a gagné à l'européenne, il a dit. C'est intéressant. Non, c'est sympa. Je pense que j'ai des potes qui étaient au stade et tout le stade était pour les Fidji et apparemment c'était incroyable. Tout le monde poussait pour eux et voilà, ça fait plaisir de les voir gagner parce que quand même on a une forme de sympathie pour eux, donc je trouve ça sympa de les voir gagner. Joe, avec les joueurs qu'ils ont. C'est du rugby plaisir. Joe, t'étais aussi rugby plaisir à les Fidji ou fan de Pocock ou de Michael Hooper, t'avais une petite sensibilité australienne?
Non. Alors moi sur ce qui s'était passé le week-end dernier sur les équipes alignées, j'avais quand même un peu peur pour les Fidji, même si le côté sympathie, tout le monde, je pense qu'il y avait une grosse majorité qui était pour les Fidji. Et c'est vrai qu'ils ont sorti un match de malade, quoi, avec un vrai buteur qui butait de 40 mètres et compagnie. Ça, Tranquille. C'est voilà. Par contre, il avait les crampes à la 50e. Crampes à la 50e, par contre. T'avais pas l'habitude. Ouais, ça c'est rare de voir ça. Et ouais, franchement, c'était fou, quoi, parce qu'ils ont allié à la fois leur jeu, mais avec ce côté pragmatique qui leur manquait. Alors évidemment, les Fidjiens sont en bonne position, on va dire, pour la qualif. Il faudra prendre des bonus offensifs face à la Géorgie, face au Portugal. On parle beaucoup des Fidji, on parle assez peu de l'Australie d'Eddie Jones qui a été soporifique, sans inspiration. On dira tout ce qu'on veut et à mon avis on aura raison. Joe, entre l'Australie et le Pays de Galles, deux équipes qui vont s'affronter pour la qualif en quelque sorte. Si l'Australie perd, c'est terminé. Tu donnerais le statut de favori à laquelle de ces nations? Plutôt Australie ou plutôt Pays de Galles? Pas facile, hein? Ouais, alors, sachant que Will Skelton risque aussi de Tupou et Skelton normalement sont out, c'est-à-dire le numéro 3 et le numéro 5 qui sont potentiellement les deux joueurs les plus dans le gratin mondial. Je pense que c'est les deux seuls que je mets vraiment dans le top 5 à leur poste au monde. Alors il y a de voir des noms que j'oublie, il y a des très bons joueurs, il y a Kerevi, il y a Petaya, etc. Mais Skelton et Tupou, c'est vraiment le gratin mondial et ils devraient être absents. Ouais, du coup je partirai sur Galles. Théo? Pour ce match. Ouais, moi aussi je dirais le Pays de Galles, mais juste pour voir les phrases que Eddie Jones va nous sortir après. Mais Eddie Jones, depuis le départ du Japon, c'est quand même compliqué, hein, parce que l'Angleterre, c'était insupportable, ce style de jeu de dépossession en permanence. Dès qu'il y avait Henry Slade qui avait le ballon au centre, c'était un coup de pied rasant. Bon, les Anglais nous auront mis le même coup maintenant face au Japon. En Australie, c'est extrêmement compliqué. En plus, il a la réputation d'être très cassant, aussi bien avec ses hommes qu'avec les journalistes. Ça risque quand même d'être un peu compliqué. Donc avantage Pays de Galles pour vous? Moi j'en sais rien. Honnêtement, entre Australie et Pays de Galles, j'arrive pas à dire parce que je trouve que les Gallois sont sont très moyens aussi. Donc, mais c'est pas des équipes que je vois aller très très loin. Dernier match. Flo... Vas-y. Ouais. Regarde l'Australie contre les Fidji. Ils ont eu une occasion d'essai, c'est sur l'essai qui marque la touche jouée vite, parce qu'il y a la faute d'Arnold dans le ruck. Ouais, absolument. Bon, il y a faute ou il n'y a pas faute, mais c'est un peu une faute. Il y a faute, non? Il est au sol et elle n'est pas assez pour que l'arbitre il la siffle apparemment. Donc, et c'est ça leur essai. Ils ont pas été dangereux, quoi, à part ça. Donc bon. Donc avantage Pays de Galles pour toi. Les Australiens sont en dessous. Ok. C'est ça. Dernier match qu'on va revoir avant d'attaquer notre 15 type et de parler rapidement de France-Namibie. J'ai aussi des cadeaux pour vous en plus. C'est Angleterre-Japon. On avait été en quelque sorte hypé par le match des Anglais face à l'Argentine, très solide défensivement. George Ford en métronome. On avait beaucoup de qualificatifs extrêmement sympathiques pour les Anglais. Théo, le soufflet est redescendu. On a assisté à un match honnêtement pas terrible, non, face au Japon? Ah ouais, hier c'était catastrophique. Franchement, on s'attendait un peu à avoir un peu de jeu de la part des Anglais parce que le Japon, c'est moins bon que les années précédentes. Et on pouvait penser que le match de l'Angleterre contre l'Argentine, c'était à cause du carton rouge, leur plan de jeu, machin, joué chez eux. Mais au final, non. Même à 15 contre 15, contre des Japonais, ils jouent comme ça. Et j'ai une image d'une touche pour eux en fin de première mi-temps, touche à 5, bonne à jouer, quoi. On pouvait essayer de faire un lancement ou quoi pour mettre à mal. Non, ils font touche à 5, chandelle. Et après, voilà, bonne chance. Est-ce qu'on peut prendre du plaisir quand on est joueur à jouer comme ça, Théo? Quand on est numéro 10? J'espère penser que pour Ford, je pense que Ford il se régale comme ça, parce qu'il a toujours joué comme ça avec Borswick à Leicester et tout. Mais moi je me régalerai pas en tout cas. Mais je pense que les Anglais ils se régalent. C'est ça le problème. Et t'as déjà eu toi des consignes de coach comme ça où on te demandait de jouer contre nature? Non, jamais, à part quand c'est des conditions climatiques très compliquées, mais sinon non. Joe, t'as été déçu également par le match des Anglais ou tu t'attendais pas à grand chose?
En vrai, je savais pas du tout à quoi m'attendre sur ce match. Je savais pas si le match des Anglais contre l'Argentine, c'était un peu un match un peu chanceux et qui était passé. Mais ouais, non, bah déçu, mais bon, je suis pas surpris non plus. Peut-être qu'ils se sont dit que voilà, en essayant d'envoyer un peu de jeu, c'était cata dernièrement, et ils se sont dit qu'est-ce qu'on a à perdre à restreindre le jeu et voilà, et à partir sur des trucs très simples, très basiques qui font pas rêver, mais malheureusement qui marchent quoi. Ouais, mais Bon. contre le Japon, ça marche, mais contre les grosses équipes où ils dominent pas devant, je pense que ça sera plus dur. Hein. Ouais, Parce ouais, qu'ils mettent 2 essais casquettes, une tête en profondeur De Joe Marler, de Joe Marler, qui est pas mal. ouais. Et une touche qui leur revient dans les mains, qui est pas à eux, ils marquent comme ça. Après, il y a une passe au pied de. Une belle passe au pied de Ford pour Ouais. Stewart. Ouais. Ouais. Et à la fin, les Japonais, ils avaient lâché, ils prennent le bonus à la 80e. Enfin, bon, voilà, c'est pas ouf, quoi. Bon allez, on va attaquer maintenant notre 15 type. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'anglais, vous allez me le dire. Alors, vous connaissez le principe, on part sur les joueurs qui nous ont le plus impressionnés lors de cette journée. Les gars, est-ce que déjà il y a des joueurs que vous voulez absolument mettre? Est-ce qu'il y a des noms où on peut pas faire autrement que de les choisir? Pour moi, il y a Regard, le 9 des Blacks. Ah, bah tu vois, pour moi il y a Ouais. débat. Pour moi, il y a débat entre trois joueurs. Pour moi, il y a Roygaard, Kuruvoli, le 9 fidjien, qui a quand même un 100% au pied, et il joue pas contre des artisans bouchers le week-end. Et il y a aussi Cobus Reinach. Bon, un peu dans le même genre de match que Roygaard. Moi, j'aurais tendance à dire Kuruvoli, vu l'importance du match. Mais à voir. Toi, tu préfères Roygaard ? Ouais, moi, je mets Regard parce que c'est sûr que c'était moyen en face, mais bon, tout ce qu'il a fait, il a vraiment dynamisé et apporté, je trouve, à l'équipe. Avec Mackenzie, ils ont fait Bon, du bon j'entends. boulot. Joe, on n'est pas d'accord ? Ouais, non, moi je pars aussi sur le petit 9 des Fidji, parce que par rapport Parfait. aux enjeux qu'il y avait sur ce match. Alors, je suis complètement. Ça se vaut. Je suis d'accord. Non, ça se vaut pas. On est au-dessus, ça y est, n'exagère pas. Donc Kuruvoli, on le met dans notre 15 type. Moi, il y a un joueur. Alors, est-ce que vous l'avez regardé le match de l'Irlande ou pas ? Ouais. Alors pour moi, il n'y a pas de débat. Alors même si Tuisova a fait un bon match, je veux bien l'entendre, je peux pas ne pas mettre Bundeaki. J'ai trouvé qu'il avait été colossal. On en parlait sur Discord, notamment avec Tardoyo, qui disait vraiment, si tu mets Moefana ou Vincent en défense à ce moment-là, on se prend le même essai. Bundeaki, on est obligé de le mettre, les gars, non ? Ouais, franchement, là, il dégage une impression de puissance et en plus de ça, de vitesse aussi, là, sur l'essai qu'il met. C'est incroyable. Je suis impatient de voir l'opposition face à Allende. Et face à Danti peut-être en quart, ça va être des trucs vraiment de fou, parce que là il m'a bluffé. C'est pas le joueur que je préfère, Bundeaki, en général. Avant je le trouvais un petit peu monomaniaque, quoi, ce style de 12 qui peut jouer 8. Au Connard parfois il jouait 8 derrière les mêlées à l'époque de Pat Lam, mais là je l'ai trouvé absolument incroyable. Dites-moi dans le chat s'il y a des joueurs c'est triste parce que le joueur de l'Uruguay, Villaseca aussi, je trouvais qu'il avait fait un sacré match. Ouais, mais il y a bon, après c'est vrai. Mais Bundeaki était au-dessus. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on est obligé de mettre pour vous, ou il peut y avoir... Moi, j'aurais mis Sexton en 10. D'accord. Il marque. Bon, il a encore récité le plan de jeu à la perfection. Je trouvais qu'il a fait un match vraiment très propre et avec encore plus de choses que d'habitude, parce que là, c'est pas un marqueur à la base, et là, il a percé, il a marqué. Moi, ça me va. En 10, il n'y a pas eu de perfs qui m'ont particulièrement bluffé. Alors, il y a le 10 chilien. Mackenzie, quand même. Qui ? Mackenzie. Oui, mais bon, c'est la même chose. Enfin, tu vois, bien sûr, il a été bon, mais face à la Namibie, quoi. Oui, mais bon. C'est vrai.
On va mettre Sexton pour le record. Mais alors moi alors j'aurais bien mis un petit le 10 chilien que je connaissais pas, Rodrigo Fernandez je crois. Il a fait un match de fou avec une équipe. Il avait un pack dominé. Il a vraiment fait, à mon avis, il va signer en Pro D2 ou à Périgueux, parce que Périgueux, ils ont de l'argent magique, visiblement. Mais vraiment, il a fait un match de fou furieux. Dans le chat, vous mettez qui ? Vous mettez déjà plutôt Team Sexton ou Team Mackenzie ? J'ai l'impression que Fernand... On va faire un sondage pour celui-là, parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Numéro 10, est-ce qu'on met Sexton ? Est-ce qu'on met Mackenzie ? Donc, pour Joe, c'est Sexton. Mackenzie pour Théo. Et moi, j'ai un doute, je crois que c'est Rodrigo Fernandez le nom. Je vous laisse 2 minutes pour voter. En attendant, on continue. Moi, dans les noms que je voulais mettre, il y a Jack Morgan et Botia que j'ai trouvé. Ah, mais vous n'avez pas vu le match gallois. Botia, on est d'accord, on doit le mettre, non ? Ah oui. Botia bougeable, ouais. Bon, Botia, il bouge pas. Alors normalement, il était aligné en 7, je crois. On va le mettre en 7, Botia. On est d'accord là-dessus. Il y a d'autres noms, les gars, qui vous ont bluffé ? Bah, franchement, Waïsea, encore une fois, moi je l'ai trouvé très fort. Tuisova, je l'ai trouvé super fort. Mais Yabunde Aki, ouais. Moi, Waïsea, je le mets en 13 également. Ça me va. Ouais. Théo, il y a d'autres joueurs en 13 ? Non, en 13, ça me va aussi. Allez, va pour Waïsea. Bon, en ailier, j'ai pas... Il y a, alors, Cephas... Machansen, j'ai trouvé qu'il a fait pas un mal. gros match encore. Est-ce qu'on se mettrait pas du Machansen et du Mapimpi ? Qui a quand même mis un triplé. Il s'est baladé quand même. Il s'est promené, Mapimpi. Machansen et Mapimpi ? Ouais. Allez. Moi, j'ai mis Bielbarré pour l'espoir. Ouais, d'accord. Allez, hop, pose cette bouteille. Il a mis un essai face sur l'Uruguay en touchant un ballon. Il a mis Bielbarré. Ok, mais je comprends mieux votre réaction. Macalou a pas fait un très bon match. Bielbarré, homme du match. Il y a des choses qui s'expliquent. Alors moi, je vous dis la troisième ligne que j'aurais mise. J'aurais mis Jack Morgan. Alors en 6 ou 7, mais on peut s'arranger avec Jack Morgan vu son profil. Et en 8, j'aurais mis Ben Earl, qui j'ai trouvé a quand même été bon avec l'Angleterre. Et il a joué 8 sur les phases offensives. Derrière les mêlées, il jouerait 8. On a également Fifi... Quoi ? Il avait le numéro 7. Il avait le numéro 7, mais sur les mêlées offensives, il le mettait en 8. Dans le chat, on nous dit qu'il y a également Fifita. C'est vrai qu'il a fait un bon match avec les Tonga face à l'Irlande. Jack Morgan, on peut le mettre ? Vous n'avez pas vu le match, faites-moi confiance. Ou il y avait un flanqueur qui vous plaisait énormément sur cette journée ? Non, moi, hormis Botia, j'ai pas flashé sur un mec, donc on te fait confiance. Ouais, on te fait confiance. Hein. Allez, en 8, on met qui ? Ben Earl, Fifita ? Je vais pas être objectif, mais le 8 roumain a fait un très bon match aussi, j'ai trouvé, moi, par rapport à l'opposition. Gorin, il a pas joué 6 ? Il a joué 6, Gorin. Non, le 8 roumain, c'est un ancien lier aussi. D'accord, je me disais, j'avais pas compris. Non, ça je suis pas d'accord. Non, faut pas exagérer. Non, mais je veux bien les gars qu'on mette la famille, mais là c'est trop. Martins, il a été bon, c'est vrai le numéro 7 portugais, mais ils ont pas vu le match et quand même face à Botia et Jack Morgan, c'est compliqué. En 8, j'ai l'impression, plutôt Fifita ou Ben Earl. Vous avez vu les deux matchs ? Oh putain, c'est Mackenzie qui a remporté le sondage. Oh là là, oh là là, les rugbix dans le chat, là, terrible. Bon, c'est pas grave, on met Mackenzie, je le publierai pas sur les réseaux sociaux, j'ai trop honte. Ouais, je dirais Fifita aussi comme Théo pour. Allez, ça me va. Ça me va, Fifita, parce que déjà on met pas Ben Earl et en plus l'adversité était quand même folle. Alors, vous avez pas vu le match. Est-ce que vous avez un 5 que vous voulez absolument mettre ou pas ? Parce que sinon j'en ai un moi. Ouais, Snyman, quand il est rentré, je trouve fort. Moi. Ouais, pas mal. C'est ce que j'allais dire. Snyman, il a fait une sacrée entrée. Mais il jouait face à la Roumanie. Sinon, moi, j'ai... C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Sinon, alors, vous n'avez pas vu le match, mais McFarland, le joueur des Saracens face au Chili, mais il jouait avec les Samoa, a fait un match incroyable. Vous voulez pas un petit McFarland ? Moi, ça me va. Hein. C'était contre qui ? Contre le Chili, mais il jouait avec le Samoa. Avec les Samoa. Bah oui, mais d'accord, mais... d'accord. Eh ben oui. Ça marche que dans un sens. Ok. Allez, allons-y. Et en 4, on mettrait qui ? Mackenzie Jumira. Pas dehors. Je crois pas. En 4, on met qui, les gars ? Un Irlandais là, qui a marqué. Ah, Byrne. Ouais, carrément. Tad.
Je suis jamais sûr de la prononciation, hein, je vous avoue. Björn, mais incroyable, oui. Björn, aucun problème. Ok, donc on est en train de remplir tout ça. Fifita, McFarland, Björn, on est tous d'accord. En première ligne, alors là dans le chat. Salut Jamie Madrox, Tao nous dit Cordier. Björn vraiment trop fort, je suis d'accord avec Nenoy dans le chat également. Va pour... alors, d'autres joueurs, les gars, qui vous ont plu? Ben moi, franchement, la première ligne fidjienne, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ils ont le numéro 3, il a quasiment fait tout le match en plus parce qu'il y a eu un. Numéro 3, c'est qui? C'est Tadji? Ouais. Attends. Tadji ou Maui? Oui, c'est Maui. C'est ça. C'est Tadji ou Maui? Le 3, c'était Tadji, celui d'Aix, le joueur d'Aix. TAGE, ça s'écrit? Et ça, il me semble. Je crois que c'est ça, vous nous direz dans le chat. C'est l'ancien du Stade français? Tu sais quoi, Théo? TAGI. TAGI. Ok. Okay. Il jouait à Aix. Ça, il jouait à Aix. Je crois qu'il est où là maintenant? À Bayonne. Ok, donc va pour Tadji. Ok, on est bon. On a quasiment fini. Matavesi, je l'ai trouvé. Matavesi, pas mal. Hein. C'est vrai qu'au lancer, et j'ai pas de nom, tu vois, en première ligne où je me dis. Bah ouais, pareil. Ok. Moi j'ai mis Tunga Fassi juste pour s'assister à vriller dans les matchs. Ah, pas faux, mais à écrire ça va être galère. Mais Tunga Fassi, ça me va. Matavesi, je suis bien d'accord parce que on s'attendait pas à ça, surtout dans l'alignement fidjien. Matavesi, Tunga Fassi, t'es chiant. Tunga Fassi. Je crois que ça s'écrit comme ça. On va envoyer, de toute façon, on verra bien, vous me corrigerez si besoin. Tunga Fassi, hop, j'actualise le tout. Et en 15, alors est-ce que vous avez quelqu'un? Vous allez me dire du Freddy Stewart ou un truc comme ça, mais j'ai pas envie de mettre un anglais. Est-ce que vous avez un joueur? Sinon, j'en ai un sous le coude, moi. Moi, c'était mon dernier nom. Pareil, je trouvais pas trop. Et je me suis dit que pour son match, il méritait, c'était le 15 de l'Uruguay, Amaya. Ouais, non. Ouais, c'est vrai qu'il a fait un bon petit match. Le Portugais, les gars. Le Portugais, alors il a eu des crampes à la 50e. Il était oxy, le pauvre. Il a relancé tous les ballons. Alors parfois, il y avait un petit peu de déchets. Mais honnêtement, Sousa Guedes, incroyable. Faites-moi confiance. Vraiment, il va signer... on m'en avait parlé. On me disait en... Quoi? Il va signer à Périgueux? Peut-être. Il y a deux joueurs là qui ont signé à Périgueux. Ouais. 3 quarts en plus. Mais alors moi, je veux pas inquiéter du monde, mais si Joachim Beaumont signe à Périgueux, à mon avis, la DNACG va se mettre. Mais alors, je suis quand même. Non, mais c'est vrai, leur recrutement et Rafael Costa Storti, pour moi, c'est un joueur de niveau top 14. Donc, en fait, tu fais ta compo flow. Ils ont pas vu le match. Qu'est-ce que j'y peux, Rome? C'est pas ma faute. Alors, est-ce que cette compo a de la gueule? Tunga Fassi, Matavesi, Tadji, Björn, McFarland, Jack Morgan, Botia, Fifita, Kuruvoli, Mackenzie, Hansen, Aki, Waisa, Mapimpi, Sousa, Guedes. On est pas mal. Ouais, pas mal du tout. Ayarza, pas mal, je suis d'accord. Le Fidjien, le Chilien qui joue à Soyo Angoulême, intéressant également. Il fait une belle compète. Bon, elle a de la gueule cette compo, ça me va. Un nom qui vous revient pour qu'on change un petit peu quelque chose ou on est bon? Non, on est bon. On est pas mal, ça me va. Allez, on termine simplement avec un petit mot sur le match de l'équipe de France. On se retrouvera évidemment pour Week-end Rugby en fin de semaine. Les gars, est-ce que vous êtes satisfaits par la compo probable qui est de dire, en gros, on va mettre les meilleurs joueurs possibles. C'est la compo type. On va juste remettre Cyril Baye qui revient de blessure, normalement en tant que titulaire, et Louis Bielbiarré, alors qu'on joue la Namibie, c'est-à-dire un match extrêmement abordable, qu'on aura l'Italie après, match abordable, mais il faut quand même se méfier. Et ensuite, à minima, les quarts de finale. Joe, est-ce que tu penses qu'il est important de remettre nos cadres face à la Namibie? Bah oui, on en avait parlé la fois dernière. Moi, je trouvais ça assez logique alors peut-être pas de mettre le 15 type forcément, mais au moins une moitié du 15 type pour, comme on le disait tout à l'heure, pour garder le rythme match et pas faire deux semaines de suite sans jouer un vrai match, quoi. Vraiment, si on joue pas pendant 3 semaines, on va dire, on se refroidit. Théo, on perd les repères. C'est important d'enchaîner? Ouais, je pense que c'est important et je pense que c'était impossible qu'ils laissent tous les cadres au repos complet entre le premier match d'ouverture de la Nouvelle-Zélande la semaine dernière jusqu'à l'Italie. Ça fait presque un mois
Et je pense C'est vrai. que c'est impossible qu'il ait imaginé ça en scénario de base, même si ça s'était bien passé contre l'Uruguay. Ah Donc bah, je pense que c'est normal. Peut-être qu'il y en aura plus que prévu, mais ouais, pour moi c'est normal et c'est important d'avoir du rythme. c'est justement ce que j'allais te demander. Si tu pensais que c'était la performance médiocre face à l'Uruguay, mais non, pour toi, c'était dans le plan de départ. C'est ce que Peut-être dit qu'il y en le aura staff, peut-être un d'ailleurs. peu plus. Peut-être qu'il y en aura peut-être un peu plus que prévu à la base, des cadres présents contre la Namibie, à cause du match contre l'Uruguay, mais ouais, je pense que c'était prévu comme ça. Joe, dans les changements importants, Louis Bielbiarré à la place de Gabin Villiers, c'est logique, c'est bien, il y a une saine concurrence dans le groupe, ou t'aurais préféré qu'on continue à donner du rythme à Gabin Villiers parce qu'on sait ce dont il est capable à très très haut niveau? Ben, Eh, non, pas moi, facile, hein, comme question. elle n'est pas facile, mais pour moi, comme on avait discuté, pour moi, là, le match de l'Uruguay, c'était un match qui mettait un peu à égalité les deux et qui allait peut-être donner soit des certitudes à Galtier, soit des vrais mots de tête. Et je pense que du coup, là, il doit être. Je pense que Biel Barré, là, est peut-être dans son esprit, est en train de passer devant tout doucement Gabin Villiers. S'il fait un Et en bon fonction du match, match, ouais, voilà. je pense que s'il sort encore une grosse prestation, donc pas comme celle contre l'Uruguay, mais comme celle qu'il avait pu faire là, sur les deux matchs précédents, je pense que là, il va vraiment se poser la question et peut-être le lancer pour le match contre l'Italie. Théo, en tant que si tu étais sélectionneur entre Bielbiarré et Gabin Villiers maintenant, t'as un gros match à jouer, tu vas à la guerre avec qui? Bah, bien le Biarré, hein. Franchement, bah, il a eu un peu sa chance, Villiers, et il a fait 2 matchs moyens. Et malheureusement, bah, le haut niveau, t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps de rattraper le temps perdu. Enfin, moi, je mettrais bien le Biarré parce qu'il est en forme, il a prouvé et que voilà, surtout Villiers est passé un peu à côté, quoi. Bah, c'est agréable d'avoir un joueur formé à Clermont parce qu'au moins, tu n'as pas d'avis particulier sur sur les internationaux. Au moins, on sait que tu es objectif. Puisqu'il n'y a pas de joueur il n'y a pas de joueur de Clermont, il n'y en a aucun. Ah, il y avait Damien, mais plus à Clermont. Ouais, oui, des joueurs sous contrat, si possible. On va pas citer Tony Marsh. Allez, on termine par le jeu, évidemment. 50 € de box sport à gagner. C'est le joueur mystère. Je vous donne une bio peut-être un petit peu décalée avec quelques pièges sur un joueur passé ou présent. Celui qui devine en premier dans le chat remporte 50 € de box sport. Après, on partira évidemment sur l'after comme tous les soirs en exclu vidéo. Théo, quand tu regardes l'émission, est-ce que tu te dis oula, Joe et Cyril ils sont vraiment nazes, moi j'aurais été meilleur ou pas? Tu peux nous le dire avant qu'ils sont pas très bons à ce jeu-là. Bah, j'essaie juste de faire différemment d'eux, du coup. Oh, ok, très bien. Ok, bah on est parti pour le joueur mystère. N'hésitez pas, il suffit de suivre la chaîne pour participer. Je vous donne la biographie d'un joueur. Le premier qui trouve son identité dans le chat remporte 50 € de box sport. Allez, on va dire 100 € aujourd'hui. Ah, ça y est, c'est bon. Ah oui. Et bon, allez, c'est pas grave. Mais je me demande si Bouli ou Charles a pas gagné en premier la dernière fois. Donc ça faudra qu'on. C'est pour ça. C'est les 50 € de la dernière fois. Allez, on a encore parlé d'entraînement ce matin. Ça ne m'étonne pas. Déjà qu'il se fait payer pour aller inaugurer des restaurants, celui-là. Bon, allez, parlons un peu de la salle de jeu. On parle aujourd'hui d'un joueur international de rugby. Joueur qui a un beau palmarès, aussi bien en club, avec 2 Champions Cup remportés, qu'en sélection. Pourtant, le joueur mystère ne dispute pas la Coupe du Monde, malgré plus de 50 sélections au compteur, et plusieurs éditions de la Coupe du Monde disputées. Ma nation est d'ailleurs en difficulté dans la compétition. Joueur véloce, rapide, mon absence lors du mondial n'est en réalité pas une surprise, puisque j'ai pris ma retraite il y a quelques années. J'ai essayé de piéger dans le chat avec les Rochelais, avec le double titre, et ils sont tous tombés dedans. Ça ne m'étonne pas. J'étais considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde à mon poste, et je me suis depuis reconverti en tant que consultant, tenant un podcast que j'écoute avec certains de mes anciens équipiers. Des équipiers même.
joueur attachant, un peu fantasque, j'ai côtoyé les meilleurs joueurs de la planète. Vous avez une idée ou pas ? Non. En sélection, on n'a pas la bonne réponse dans le chat. En sélection, j'ai remporté le Rugby Championship et j'ai joué une finale de Coupe du Monde perdue en 2015. Ailier australien, passé par le RCT, je suis Drew Mitchell. Bravo Joachim, tu as battu le chat. Théo, Yes. et tu as battu Théo. T'as Bah, promis facile. 100 euros. T'as promis sûr. 100 euros, c'est sûr que Joachim, il a tout donné. Joachim, je peux te dire que là, le petit oursin dans la poche, il s'est recroquevillé pour jouer. Et non, la réponse était Drew Mitchell. Écoutez, je remettrai des cadeaux en jeu parce que Joe vous a battu. Donc c'est pour Joe, tu vas recevoir. Non, ça fera 150 euros la prochaine fois. Ça fera 150 euros la prochaine fois. On va faire ça, je le note. Bravo Joachim, merci les gars d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouvera dans la semaine probablement pour Week-end Rugby, sinon évidemment lundi pour notre débrief de la Coupe du Monde. Et puis je vous rappelle également que sur la chaîne Twitch RMC Sport, on reçoit des invités. On a reçu Baptiste Delaporte, Alexandre Béconnier, des joueurs pros de Top 14, Martin Lenné, le préparateur physique du Stade français. Et encore ce week-end, évidemment, le match des Bleus, le match entre l'Afrique du Sud et l'Irlande, tous les gros matchs, on va les suivre ensemble sur la chaîne Twitch RMC Sport. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit follow. On va parler énormément de rugby pendant toute cette Coupe du Monde. Merci Théo, merci Joe, et puis à cette semaine ou à la semaine prochaine les gars. Ouais. Merci à toi Flo. Merci. À bientôt.